Tchou. Zzz. Tac, tic. Boing, boing. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Wow, le Havre d'autrefois. Le portrait de François Ier. Oh, libre, libre! Enfin libre! Oh, merci, merci, mes petits bésos! Mais t'es qui, toi? Et qu'est-ce que tu fais là d'abord? Je m'appelle Anchois Ier. Mon nom ne vous dit rien, évidemment. C'est pas étonnant. Ça fait 500 piges qu'on m'a enfermé dans ce bouquin. Bah, pourquoi? Pourquoi? Mais parce que c'est moi qui ai créé le Havre, pardi! Et que c'est mon frère, François Ier, qui m'a tout piqué. C'est quoi ce baratin? Je vois que vous vous intéressez à l'histoire de votre ville. Eh bien, oubliez tout ce qu'on vous a appris. Moi seul connais la vérité. Et pour vous remercier de m'avoir libéré, je vais vous confier tous mes secrets. Vous savez qui a créé le Havre? Bah oui, bien sûr. C'est François Ier, le 8 octobre 1517. Ça, c'est l'histoire officielle. Parce qu'en réalité, c'est moi, Anchois Ier, qui ai signé la charte de fondation du port. Mes parents, Charles d'Orléans et Louise de Savoie, je n'ai jamais compris pourquoi, ont toujours préféré mon grand pois chiche de frangin. Quel faillot, celui-là, toujours à la ramener avec son grand pif. Et vas-y que je fasse mon poseur sur les tableaux et que je sois copain avec les plus grands artistes de la Renaissance. Enfin, quand j'ai été en âge de gouverner, ils m'ont écarté du royaume en m'envoyant au bout du monde, au fin fond d'un marécage, là où la Seine se jette dans la mer. À l'époque, j'étais fou de dés. Je passais mon temps à jouer avec. Et le jour où j'ai foulé la première fois ce territoire normand, j'ai fait tomber mes dés en sortant de mon carrosse dans ce patelin vaseux. Et quand j'ai perdu mon jeu fétiche, c'est vrai, j'ai hurlé « Oh non, mes dés !» L'expression s'est depuis popularisée, mais a bien été transmise à votre génération. Et oui, quand un Havrais est en colère aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? « Oh non, mes dés !» Quand je suis rentré à Paris, mes parents avaient tellement honte de moi qu'ils m'ont enfermé dans ce grimoire. Et c'est mon frère qui a endossé le beau rôle. Mais cet affreux était tellement jaloux du bateau du roi d'Angleterre qu'il a ordonné la construction d'un navire qui surpasserait en grandeur et en splendeur son rival anglais. Jamais on n'avait vu de bateau aussi énorme que cette grande Françoise. Une caraque qui pouvait embarquer jusqu'à 2000 hommes. Elle était hyper luxueuse. Le navire avait un jeu de paume, une chapelle entièrement dorée, un moulin à vent et une forge. Les constructeurs avaient tout prévu.
Sauf que ce monstre serait trop gros pour sortir du port. La honte. Le bateau ne franchit jamais la passe et une tempête le renversa sur le côté. Il resta longtemps chaviré avant d'être démoli. Et avec le bois récupéré, on construisit dans le quartier Saint-François un grand nombre de maisons. Au XVIIe et XVIIIe siècle, avec 399 expéditions négrières, Le Havre figure au 3e rang des ports français ayant pratiqué la traite atlantique, derrière Nantes et La Rochelle. Plus de 100 000 esclaves africains sont déportés en Amérique au cours de ces voyages triangulaires effectués par les navires du Havre. Quelques armateurs havrais amassent alors de véritables fortunes. Mais attendez, la supercherie ne s'arrête pas là. En 1749, Madame de Pompadour veut voir la mer. Louis XV choisit Le Havre pour satisfaire le désir de sa maîtresse. C'est une visite ruineuse pour les finances de la ville. Mais pourquoi un tel caprice de la favorite, vous me direz? C'est simple. La Pompadour avait la particularité d'aimer les hommes... comment vous dire? Les vilains. Les pas beaux, les disgracieux, avaient la vertu de déclencher en elle une vraie tendresse. Alors, quand elle apprend que la plage du Havre était couverte de galets, hop, ni une ni deux, elle organise un voyage en terre normande. Mais quand elle arrive sur place, elle comprend vite son erreur et exige que l'on remplace le moindre galet par du sable. À ce jour, son vœu n'est toujours pas exaucé. Vos parents continuent à payer pour les caprices de la Pompadour. Ensuite, en 1802, Napoléon vient au Havre pour juger des capacités de défense de la ville. Il est reçu comme un consul. En même temps, c'est normal, c'est lui le consul. Le soir, les responsables de la ville veulent l'impressionner en lui préparant un festin. Un festin que le futur empereur aura du mal à digérer. La nuit, il fait les pires cauchemars et rêve qu'il meurt en caleçon, prisonnier des Anglais sur le dos d'une baleine avec son fils Léon. N'importe quoi. Le lendemain, fou de rage, il rétablit l'esclavage interdit depuis 1794 et imagine la construction de forts militaires. C'est son neveu, Napoléon III, qui lancera les travaux, ce qui changera, vous en conviendrez, complètement le visage de la ville. Au milieu du XIXe siècle, les remparts sont rasés et les communes alentours sont annexées. Du coup, la population augmente brusquement. En 1840, la ville ne comptait encore que 27 000 habitants. Le chemin de fer arrive en 1848 et permet de désenclaver le Havre. Sauf qu'à cette époque, les freins des locaux étaient parfois un peu capricieux. La période 1850-1914 constitue l'âge d'or du Havre. Hormis quelques années de dépression, le commerce explose et la ville s'embellit de nouvelles constructions comme le palais de justice et certains immeubles encore remarquables. Oh, j'aime beaucoup l'année 1861, puisque c'est celle où l'on a détruit la tour François Ier. Et tac, bien fait! Sous la monarchie de Juillet, Le Havre devient une station balnéaire fréquentée par les Parisiens. C'est en 1889 que le boulevard de la Mer est construit, dominé par la villa maritime. Le casino Marie-Christine et le palais des régates rassemblent la bourgeoisie, alors que les premières cabanes sont installées sur la plage. Mais en ce temps-là déjà, il fallait se méfier des coups de vent. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est aussi au Havre qu'est né l'impressionnisme. Un matin de 1872, Claude Monet peint un lever de soleil dans la brume depuis sa chambre d'hôtel. Le critique Louis Leroy découvre le tableau baptisé « Impression soleil levant ». Il le trouve tellement moche qu'il veut s'en moquer en intitulant son article « L'exposition des impressionnismes ». Sans le savoir, ce crétin venait d'inventer le terme qui désignerait dorénavant ce courant moderne. Le paquebot Washington, armé par la Compagnie Générale Transatlantique, est le premier en 1864 à inaugurer la ligne reliant la ville à la Grosse Pomme. Le Havre devient alors le point de départ privilégié pour les liaisons transatlantiques
quand New York constitue la porte d'entrée du marché américain. Tout le monde passe alors par le port du Havre, de Sarah Bernard à Salvador Dali. Je suis fou des vrai. En 1914, c'est la guerre. L'armée belge et une nombreuse population civile trouvent refuge au Havre, alors que le gouvernement est accueilli chez sa voisine Sainte-Adresse, qui devient la capitale de la Belgique. Le mélange des deux accents havrais et belges donne un bidule assez explosif. Ah non mais elles sont rien bonnes, tes frites, une fois. En 1931, Jean-Paul Sartre est nommé professeur de philo au lycée qui ne porte pas encore le nom de mon imposteur de frère. La ville l'inspire pour écrire La nausée. C'est dire. À sa mort, il est tellement célèbre que le jour de son enterrement où 50 000 admirateurs suivent le cortège funèbre, un homme tombe dans la fosse. Le Havre subit 132 bombardements planifiés par les Alliés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais les destructions les plus importantes surviennent les 5 et 6 septembre 1944, lorsque les avions anglais bombardent le centre-ville et le port. Le bilan est lourd, plus de 5000 morts. L'officier britannique Douglas Home refuse, lui, de participer à l'opération Astonia car la population civile n'a pas reçu l'autorisation d'évacuer. Oh non. Le frère de celui qui deviendra Premier ministre du Royaume-Uni en 1963 est alors condamné à 1 an d'emprisonnement et au travail forcé. Mais son jugement ne va durer que 2 heures. Le Havre est enfin libéré le 12 septembre 1944. Mais dans quel état ? La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Alors, si vous êtes aujourd'hui un brin taiseux, têtu et méfiant, ne cherchez pas plus loin, ça vient de là. Au printemps 1945, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme confie le projet du centre-ville à l'atelier Perret. Une nouvelle ville en béton sort alors de terre. Et en 2005, l'UNESCO inscrit ce centre au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la classe. On vient du monde entier pour nous étudier. Et moi qui croupissais alors dans mon vieux grimoire. Du coup, je suis bien content d'être là en 2017 pour souffler les bougies de ma ville à la place de mon frère. Ah, pour sûr, il y a une justice. Ça me fait bien plaisir. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey. Ouais. Tais-toi un peu. Ouais. Mais attends, on va d'abord vérifier tes informations. Et si tu ne nous as pas trop raconté de bobards, on te libérera peut-être. Mais si tu nous as menti, alors là, il faudra que tu attendes encore 500 ans avant que tu sortes. T'as compris? J'ai compris, mais... Oh ouais. Les enfants, j'ai même pas eu le temps de vous parler de Little Bob. Je vous ai pas expliqué non plus Jules Durand, Raymond Queneau, le Hack, le club doyen quand même. Et pourquoi les Schtroumpfs font les s'égarer à l'entrée de la ville, leur vaisseau spatial tout bleu. Oui. Oh, les enfants, allez, relâchez-moi, quoi.